Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'Éducation. Tout de suite, le sommaire. Il est député du Lot, secrétaire général des Républicains, conseiller régional de l'Occitanie. L'école est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Aurélien Pradier est l'invité du Grand JT ce soir. En deuxième partie d'émission, on ira à la rencontre de Silou. C'est un chien qui accompagne désormais une professeure d'EPS lors de ses cours. Les élèves adorent et ça les motive. Enfin, ce sera l'heure de retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard. Cette semaine, elle reçoit Laurent Mestret. Mais tout de suite, place à l'actualité de la semaine avec Marine Plantec. Bonjour Marine. Bonjour. Alors on vous parlait hier d'Éducation nationale va publier demain les directives à destination des professeurs de CM1 CM2 pour tenter d'améliorer le niveau en orthographe et en grammaire. On connaît déjà le contenu. Et oui, premier élément considéré comme essentiel, la dictée brève et quotidienne. Une dictée qui devra se poursuivre avec une régularité au collège, précise le ministère. Mais ce n'est pas la seule recommandation. Côté lecture, l'Éducation nationale veut renforcer le décodage, c'est-à-dire la capacité de lire des mots rapidement, environ 120 pour un CM2. Enfin, chaque élève de CM2 devra également lire et écrire au moins 2 heures par jour, des mesures jugées insuffisantes et inadaptées par les syndicats qui ont eu accès à ces directives en amont. Malgré le recrutement de 4500 contractuels en septembre dernier, le nombre d'heures de cours perdus s'accumule en Île-de-France. Département le plus touché, les Hauts-de-Seine, avec 2144 heures perdues. Suivent le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Un calcul effectué par la plateforme Où y a pas cours de la Fédération des parents d'élèves FCPE. La raison, certains des 4500 contractuels recrutés en septembre dernier n'ont pas été reconduits car incompétents ou ont démissionné, déçus par leurs conditions de travail. Autre problème, le vivier de contractuels s'est vidé, difficile alors de remplacer un professeur titulaire absent. Dans quelques jours, l'Éducation nationale va publier un panorama de l'ensemble des personnels sans pour autant donner de chiffres précis. Et ce matin, nos confrères du Parisien ont recueilli le témoignage d'une professeure contractuelle qui a abandonné son poste dès le premier jour. Malgré la pénurie de professeurs, Nadia a dû attendre 5 mois pour avoir un poste, période pendant laquelle elle n'a reçu aucune formation. En novembre dernier, l'Éducation nationale lui propose enfin d'enseigner dans un collège à 2 heures de chez elle. Un poste qu'elle accepte par peur de ne pas être appelée une nouvelle fois. Une fois sur place, c'est le début du calvaire. Nadia reçoit son matériel la veille au soir, récupère 3 classes d'un coup, n'a pas de tuteur, rencontre brièvement le proviseur et se perd dans les couloirs. Logique, elle n'a jamais visité l'établissement. En classe, le niveau est faible à tel point qu'elle doit improviser sans compter qu'elle passe le plus clair de son temps à recadrer les élèves. Une journée chaotique qui sera la première et aussi la dernière. Son contrat n'étant pas signé, elle décide de ne plus jamais y retourner. Interdit dans l'État de New York, le logiciel ChatGPT menace les écoles françaises. ChatGPT est capable de rédiger un texte à partir d'une question posée. Il peut donc rédiger des exposés entiers à la place des élèves. Certains professeurs français ont déjà constaté une utilisation probable de ce logiciel. Des copies similaires, voire suspectes, pas de faute d'orthographe, même nombre de mots ou encore des anecdotes très scénarisées. Interrogés par France Inter, certains enseignants affirment que cette intelligence artificielle n'aurait que 50 à 60% de bonnes réponses. Les notes de copie seraient donc bien plus basses car elles ne correspondent pas aux standards. Mais attention, l'intelligence artificielle évolue vite, il faut donc s'en inquiéter. Depuis peu, on peut par exemple inclure des fautes d'orthographe. Merci Marine. Conseiller régional de l'Occitanie et secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier est l'invité du Grand JT, c'est maintenant. Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur le Grand JT de l'Éducation. Vous êtes député de la première circonscription du Lot, secrétaire général des Républicains, également conseiller régional d'Occitanie. On va parler de l'IPS, l'indice de position sociale. On l'avait eu pour les écoles primaires et les collèges, désormais on le connaît aussi pour les lycées. Cet IPS montre l'ampleur du tri social, je le dis entre guillemets, qui a été beaucoup repris ces quelques heures. Un tri social effectué entre les voies générales et professionnelles. Et je voudrais savoir, ma question en fait, c'est la première, pourquoi l'école échoue dans la mixité sociale et donc scolaire ? Merci pour votre invitation, je suis très heureux d'être avec vous. Cette question-là, c'est bien que vous la posiez en premier parce que c'est sûrement la question la plus importante. Aujourd'hui, parmi les grands échecs de notre école, de notre système éducatif, on regarde souvent le niveau scolaire,
le niveau d'apprentissage, des mathématiques, des lettres, l'histoire, etc. On oublie de regarder une des missions peut-être plus fondamentales encore que l'apprentissage des savoirs qu'a l'école de la République dans notre pays, c'est la capacité à donner un destin d'émancipation à chaque enfant, d'où qu'il vienne, quel que soit son environnement social, son lieu d'origine, son lieu de vie. Et nous voyons depuis quelques années que nos écoles, nos établissements scolaires, mécaniquement, presque naturellement désormais, font le tri que vous évoquez. Alors c'est vrai entre les filières générales et les filières professionnelles, parfois même au sein des filières générales entre les options, qui peuvent être celles des uns et des autres, au sein des filières professionnelles. On commence à voir même un tri à l'intérieur même des filières professionnelles. Mais il faut dire aussi que c'est un élément qui s'ajoute au tri quasi géographique. Nous avons aujourd'hui dans notre pays des établissements scolaires dans lesquels on identifie une forme de reproduction sociale, oui. Quasi réglée. Quasi nette. On voit des établissements scolaires, quels que soient les lieux dans lesquels tous les enfants issus de milieux favorisés se retrouvent, et des environnements dans lesquels les enfants issus de milieux défavorisés se retrouvent. Alors on pourrait se dire au fond, si tout ça n'a pas de conséquences sur l'avenir, c'est pas grave. Sauf que les indicateurs, ceux que vous évoquez, comme d'autres, démontrent que le fameux ascenseur social, en réalité le cœur de la raison d'être de l'école de la République, est en panne dans notre pays, et ça, c'est ce qu'il y a de plus grave. Il existe depuis 2016 cet indice de position sociale. Il a été créé pour justement montrer ces disparités et montrer qu'effectivement, en fonction du milieu dans lequel on grandissait, on évoluait, dans lequel on venait, eh bien, c'était déterminant pour sa réussite scolaire. Puisque ça existe depuis 2016, ça fait donc maintenant bientôt 7 ans, pourquoi on n'évolue pas sur ce principe-là et on ne demande pas de lutter, ou en tout cas pas comme il le faudrait, puisque les inégalités sont toujours aussi criantes aujourd'hui à l'école? Je pense que nous sommes à un moment de grande lâcheté politique. Je pèse mes mots, peut-être même que nous pouvons confondre toutes les... Lâcheté, c'est bien déjà comme mot. Et vous les pesez. Je le pèse véritablement. Ce n'est pas possible que depuis près de 15 ans, les uns et les autres observions objectivement que l'école de la République est devenue aujourd'hui un outil de reproduction sociale et que nous n'ayons pas réagi de manière radicale. Comprenez, c'est vraiment le cœur, l'édifice de ce que sont même les valeurs républicaines. Et nous voyons à quel point tout cela a des effets désormais très profonds dans la société, puisque celles et ceux qui, parfois même ma génération, ont vécu la reproduction sociale dans les établissements scolaires, sont ceux qui se retrouvent sur le marché du travail. Et ça veut donc dire que cette reproduction-là, en fonction du niveau de qualification que vous aurez, se retrouve forcément dans l'emploi que vous allez occuper. Et c'est donc toute la chaîne sociale, jusqu'au bout de votre vie, jusqu'à votre retraite, qui fait que la reproduction sociale, ce pourquoi l'école de la République était fait casser cette reproduction sociale, s'est installée. Donc oui, j'assume de dire que parfois même la droite a fait preuve de ce point de vue de lâcheté politique, et qu'aujourd'hui, à mon sens, on n'est plus à des ajustements, on est à des décisions qui doivent être beaucoup plus révolutionnaire au sens mécanique du terme, de retourner les choses et de s'assurer que nous n'ayons plus ces indicateurs qui s'affolent. La droite républicaine, pardon de vous couper, que vous portez avec les Républicains, justement, tend à vouloir casser ce système, ces inégalités sociales. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les disparités sont d'autant plus fortes entre les lycées publics et lycées privés, sous contrat, j'entends bien sûr? C'est plus tout à fait le cas. Je me suis intéressé à ce sujet. Le problème est devenu plus compliqué que cela. À une époque, en effet, on pouvait très facilement identifier les filières générales, les filières professionnelles, qui faisaient un distinguo social. On pouvait identifier les établissements privés sous contrat et les établissements publics où il y avait un distinguo. Aujourd'hui, c'est plus compliqué ça. J'allais même dire, c'est plus grave. Au sein de l'école de la République publique, nous avons des environnements dans lesquels on a toutes les catégories sociales identiques, regroupées. Au sein des établissements privés, parfois même, on arrive à retrouver une forme de reproduction sociale pour des raisons diverses et variées. Donc je pense que le problème est absolument profond. Est-ce que ça passe par une formule de carte scolaire? Jusque-là, elle n'avait pas fonctionné parce qu'elle était contournée en permanence. Je pense en réalité que ça passe par l'excellence de l'enseignement. Le cœur du sujet, c'est celui-ci. Le jour où nous serons capables d'assurer qu'il y a une excellence de l'enseignement dans tous les établissements, alors nous casserons une bonne partie de ces réflexes d'enfermement social que les parents peuvent avoir assez légitimement pour leurs enfants. Le cœur du sujet, c'est celui-ci. Et si on est très concret, je ne crois pas que c'est demain, en recrutant sur le bon coin des enseignants qu'on va former au lance-pierre en l'espace de quelques mois, qu'on va contribuer à casser cette reproduction sociale. Quand vous parlez du recrutement des enseignants, effectivement, on fait face à une énorme pénurie d'enseignants aujourd'hui. Il y a eu 4000 contractuels engagés en septembre et formés effectivement en très peu de jours. Vous faites allusion justement à cet engagement-là, quand je parle de cet engagement, enfin à ce recrutement précisément d'enseignants? Oui, je pense que c'est une erreur.
Mais on aurait dû laisser les salles vides, Non. sans professeur? Non, Qu'est-ce qu'on aurait dû sûrement pas. faire? Mais on ne doit pas considérer que c'est la solution pérenne. Et je vois que depuis que le gouvernement a répondu à l'urgence avec ses contractuels, rien de plus profond n'a été mis en place. Est-ce que vous pensez vraiment que nous allons rendre service à ces enseignants nouveaux qui seront formés dans des conditions très expéditives, à se retrouver devant des élèves qui sont de plus en plus rudes, souvent pour lesquels la difficulté d'apprentissage est parfois de plus en plus claire, les difficultés de dyslexie, etc., etc. Est-ce que vous pensez qu'on va rendre service à ces professionnels? Non. Est-ce qu'on va rendre service aux élèves? Absolument pas. Et donc il y a une urgence aujourd'hui qui est de refaire du métier d'enseignant un métier central dans notre pays. Ça passe par la rémunération. Bien Ça sûr. passe d'abord par la rémunération. Et je le dis, en étant un député de droite, on ne peut pas considérer que nous pouvons rester un des pays de l'OCDE dans lesquels nos enseignants sont parmi les plus mal rémunérés. Ça passe par la formation. Un enseignant mieux rémunéré, c'est parce qu'il est mieux formé. Je suis favorable à ce qu'on recrée une école normale de la République dans laquelle tous les enseignants sont formés. La droite comme la gauche ont commis des erreurs en cassant les systèmes de formation. Les IUFM étaient loin d'être parfaits, j'en suis convaincu. Les supprimer était sûrement une nécessité, mais pour ne les remplacer par rien, c'est une erreur. Et c'est une erreur que la droite a commise. Et je l'ai toujours dit et je continue à le dire. C'est la formation, la rémunération et l'autorité de l'enseignant. Vous parlez des solutions, effectivement, pour pouvoir attirer davantage de professeurs, mais encore il aurait fallu, même d'ailleurs, pour septembre 2022, j'entends, par rapport aux 4000 contractuels engagés, qu'il y ait des professeurs qui se présentent, justement, au concours, des professeurs qui soient disponibles et qui soient libres pour pouvoir enseigner. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le métier d'enseignant fait fuir les professeurs, et certains désertent le métier. Voilà pourquoi il fallait répondre à l'urgence. Je n'ai aucun problème à ce que nous répondions à cette urgence-là avec des contractuels. Mais rendez-vous compte, si on regarde les choses d'un peu plus loin, tout ce qui a fondé l'essentiel de notre pays depuis des décennies, la santé, l'école, est aujourd'hui au bord de la crise. Et la solution est la même pour les deux. À l'hôpital, aujourd'hui, nous n'avons plus de soignants. La solution proposée par le gouvernement, c'est de recruter des contractuels, qui souvent sont payés 5-10 fois plus que les professionnels. Ça a tenu quelques mois et c'est en train aujourd'hui de poser des problèmes majeurs. Nous avons le même problème à l'école. Nous avons même parfois le même problème dans nos services de sécurité. Est-ce qu'on ne peut pas à un instant se dire qu'une grande nation comme la France, pour tous ces services dits régaliens, en tous les cas, qui ont fondé la société et notre bien commun, si nous en sommes venus à faire appel à des contractuels ou à des intérimaires, c'est qu'il y a un problème profond. Et ce que je dis donc, c'est que le gouvernement aurait dû et doit désormais s'attaquer au fond du problème, la formation des enseignants, la rémunération, vraiment la rémunération, pas seulement des rallonges comme c'est le cas aujourd'hui. Quand vous dites vraiment, c'est que vous faites allusion effectivement aux 10% d'augmentation promis pour tous les enseignants par le président Emmanuel Macron pendant la campagne, et finalement un retour un peu en arrière du ministre de l'Éducation Pap Ndiaye, qui il y a quelques jours a dit à nos confrères d'RMC, je n'ai pas dit ça, nous n'avons pas dit ça. C'est-à-dire qu'il repousse ou pas la situation des 10% et surtout le nombre de mois. C'était prévu pour janvier, pour l'instant ce n'est pas fait. Tout à fait, c'est la réalité, c'est que l'engagement du président de la République va être enterré. Et le ministre de l'Éducation nationale est en train de le faire. Et ce qui est grave, c'est que je ne considère pas que la question de la rémunération soit la seule solution. Ce n'est pas parce que nous augmenterons de 10 ou 20%. Parfois, l'écart est plutôt autour de 20% par rapport à d'autres pays de l'OCDE que de 10%. Parfois même de 30 à 40, lorsqu'on compare avec d'autres pays européens voisins. Le vrai sujet, c'est de revoir le métier d'enseignant en bloc. La formation, mieux formée, donc mieux rémunérée, avec une autorité plus grande. Moi, je suis favorable, par exemple, à ce que nos enseignants puissent d'eux-mêmes exercer totalement l'autorité dans les salles de classe. Les exclusions des salles de classe. Donc plus de liberté, plus de latitude pour les enseignants et pour les chefs d'établissement. Donc vous rejoignez aussi l'idée de Pap Ndiaye qui a proposé cela. Oui, je ne sais pas si c'est son idée, mais je rejoins par exemple l'idée de Monique Cantos-Perber, qui est l'ancienne patronne de l'École normale supérieure, qui dit elle-même donner plus d'autonomie, plus de liberté aux structures d'enseignement. Ce n'est pas les détricoter, les défaire de la République, c'est au contraire justifier, y compris la meilleure rémunération des enseignants, parce que dès lors que vous avez plus de responsabilités, plus d'initiatives et plus d'autorité, c'est légitime que vous soyez mieux rémunérés. Nous en sommes là aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait engager cette révolution profonde de notre système éducatif, comme d'ailleurs, je pense que le chantier est aussi grand que celui que nous avons eu au fondement de l'école de la République aujourd'hui.
Vous parlez effectivement de toutes vos idées et solutions pour pouvoir avoir une école plus égalitaire, une école plus performante. Vous parlez aussi et plusieurs fois de la formation. N'est-ce pas aussi une question d'argent, tout simplement, de budget alloué à la formation et donc à l'éducation nationale de manière générale? C'est une question de moyens, mais c'est aussi une question de cursus. Je le redis, mais la disparition des IUFM, qui posaient 1000 problèmes et qui avaient eux-mêmes 1000 pathologies dans la qualité de la formation qu'ils délivraient, qui était discutable, n'a été remplacée par rien. Un nouveau concours, par exemple, pour les enseignants, ce serait logique? Oui, il me semble que le concours est fondamental parce que c'est un élément qualificatif. Je pense que la fondation d'une école normale de la République par laquelle passent tous les enseignants est aussi fondamentale. On doit pouvoir continuer à former nos enseignants au-delà de la formation qu'ils peuvent avoir pour être enseignants dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. Avoir aujourd'hui des enseignants qui demain vont enseigner en université et qui auraient commencé dans l'enseignement niveau lycée, c'est quelque chose de très intéressant qu'on a perdu progressivement. Et donc tout cela nécessite des moyens, mais nécessite surtout une structure de formation. Vous voyez bien les conditions de formation et de recrutement dans l'urgence des enseignants. Enfin, est-ce qu'on mesure bien le mal que cela fait, y compris symbolique? Je fais partie de ceux et ceux qui nous écoutent sûrement qui ont toujours profondément respecté les enseignants et les professeurs. Mais on les respectait pourquoi? Parce qu'ils avaient un statut social qui poussait à les respecter, parce qu'ils maîtrisaient un savoir. C'est cela qui faisait le respect. Dès lors qu'on commence à dire à notre société, on va pouvoir former au lance-pierre rapidement à l'expéditif des enseignants, on dégrade aussi leur autorité au-delà même du savoir qui sera le leur. La faute du gouvernement actuel ou de la société dans son ensemble qui déconsidère finalement l'être humain de manière générale et qui est beaucoup plus violente, enfin dont on dit qu'elle est plus violente? Les deux, mais le gouvernement n'est pas là pour adopter, épouser tous les défauts et toutes les déformations d'une société. Au contraire, il est là pour y résister. Et dans un pays qui, à mon sens, n'a jamais eu autant besoin d'autorité et de repères qu'aujourd'hui, y compris pour la jeune génération, le rôle de l'enseignant, le rôle du maître, il peut être beaucoup plus structurant qu'on ne le pense. On parlait en début d'échange de mixité sociale. Lutter pour que tous les enfants, justement, aient les mêmes chances de réussite, c'est aussi parler d'inclusion pour tous ces enfants qui sont en situation de handicap. Je sais que c'est un sujet qui vous touche personnellement, de par votre histoire familiale. Et vous êtes assez actif sur ce sujet-là. Comment peut-on imaginer qu'une société inclusive, si déjà, si elle est possible, si déjà on ne compte pas sur un nombre suffisant d'AESH, d'accompagnants d'enfants en situation de handicap, et qu'on ne repense pas aussi au salaire de ces AESH? Oui, c'est un des combats que j'ai mené à l'Assemblée nationale avec plusieurs groupes politiques d'ailleurs, qui a toujours visé à mieux rémunérer, mieux former, donner un véritable statut à ces femmes et ces hommes, ce sont plus souvent des femmes, qui accompagnent aujourd'hui les enfants en situation de handicap. Et vous voyez, là aussi, on a un problème. Le gouvernement nous dit, et c'est vrai, on n'arrive pas à recruter des AESH. C'est vrai. Pourtant, j'ai vérifié les chiffres, on est en augmentation. Augmentation, oui, plus 12% par rapport à il y a 2 ans. Et la réalité, c'est qu'au regard du besoin que nous avons des pénuries. Et pourquoi nous avons des pénuries? Pas parce qu'il y a une crise de vocation, mais parce que ces métiers sont très mal rémunérés encore aujourd'hui, sont très précaires, et que donc, à des niveaux de rémunération aussi bas, sans beaucoup de formation, eh bien, vous n'arrivez pas à recruter. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. On ne pourra pas demain mettre un accompagnant derrière chaque élève. Il faut que l'école elle-même puisse accueillir ces enfants différents. Comment? D'autres pays européens ont une solution différente. Cette solution consiste à dire, dès lors qu'il y a plus de 3 enfants, au moins 3 enfants en situation de handicap dans une salle de classe, il n'y a pas d'accompagnement individuel, sauf nécessité absolue. Mais il y a un renforcement de l'enseignant. Ça veut dire qu'il y a 2 enseignants. Un enseignant traditionnel et un enseignant spécialisé. Et nous avons donc des salles de classe qui sont globalement inclusives. Moi, ce qui me pose problème, et j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, c'est de voir se multiplier le nombre d'intervenantes ou d'intervenants dans les salles de classe à côté des enseignants. C'est aussi aux enseignants d'être armés pour pouvoir indifféremment accueillir les enfants, quel que soit leur handicap. Alors j'entends évidemment l'idée, mais cela me paraît effectivement, j'allais dire pour parodier un peu le monde de oui, c'est formidable, mais on a déjà un manque cruel d'enseignants, simplement déjà pour une classe entière de 28 ou 30 élèves. Et nous en revenons à ce que nous disions tout à l'heure. Comment faire? Ce n'est pas vraiment le monde de oui, puisque d'autres pays européens, je pense à l'Italie par exemple. Oui, mais en France précisément, on manque cruellement d'enseignants, donc comment faire pour démultiplier déjà les enseignants? L'Italie était confrontée aux mêmes difficultés il y a quelques années. Si demain nous ouvrons des postes d'enseignants spécialisés, en expliquant ce à quoi ils vont être destinés,
renforcer dans les salles de classe l'accompagnement des enfants en situation de handicap, qu'il y a les rémunérations nécessaires en face, nous n'aurons aucun problème à recruter des enseignants. Moi, je ne crois pas à cette idée de la crise des vocations chez les enseignants. Je pense que s'il y a aujourd'hui une crise des vocations, c'est parce que le métier ne permet plus d'exercer la vocation pour laquelle on y va. Voilà. Et c'est la question de la rémunération, de la formation, de l'exercice de l'autorité. Quand on aura les conditions réglé ça, de travail sont beaucoup trop dures. Bien sûr. Et ils ne sont pas respectés. Je ne crois pas que nous soyons dans un pays dans lequel plus personne ne veuille transmettre le savoir. Ça reste un des plus beaux métiers du monde. Et il faut que les conditions matérielles d'accompagnement ne soient pas si difficiles qu'elles en dégoûtent même la vocation. Et puis, il y a un point budgétaire. On me dit parfois, oui, mais un enseignant spécialisé, dans toutes les salles de classe où il y a au moins 3 enfants en situation de handicap, ça va coûter une fortune. Pas autant que d'avoir aujourd'hui une multiplication de quelques centaines de milliers d'AESH qui coûtent beaucoup d'argent et qui sont très difficiles à gérer parce qu'elles-mêmes, on les démultiplie, on leur demande de s'occuper de 2, 3, 4 enfants avec tous les dégâts que ça comporte. Et avec des salaires très bas, effectivement, comme vous le dites. Et est-ce que nous sommes au rendez-vous de l'inclusion ? Je ne le crois pas. J'assume de le dire, j'ai visité des centaines d'écoles lorsque j'ai travaillé sur ce sujet et j'ai vu à quel point on s'achetait collectivement une bonne conscience parfois, en se disant qu'un enfant avait une AESH et qu'au fond, dès lors qu'il avait une AESH, le système global n'était plus obligé de vraiment s'occuper de lui. Et je veux en profiter, puisque ceux qui nous écoutent connaissent bien vos sujets éducatifs. Je pense que nous avons un problème global dans notre société et donc dans notre école sur l'acceptation de la différence. Moi, je suis très frappé de voir à quel point, désormais, la moindre petite différence dans une salle de classe est devenue un problème majeur. Je me rappelle moi-même, lorsque j'étais à l'école, je n'étais pas exactement comme les autres, mais d'autres de mes camarades n'étaient pas exactement comme moi. Nous avions des différences de comportement, de tempérament, d'apprentissage. Et l'enseignant, parce qu'il avait plus de temps, une meilleure formation, des salles de classe moins chargées, prenait du temps avec chacun. Et je crois que nous sommes aussi dans notre école le reflet d'un mot qu'on prononce beaucoup, celui de l'inclusion, mais d'une tolérance à la différence qui n'a pas beaucoup progressé. Et on pourrait y remédier, justement, à ce problème-là ? Oui, d'autant plus qu'on pourrait se souvenir et comprendre qu'accompagner, par exemple, un enfant dyslexique dans une salle de classe, c'est rendre service à tous les autres enfants. Vous savez, pour accompagner un enfant dyslexique, il va falloir que l'enseignant fasse des efforts supplémentaires pour que la présentation soit plus didactique, que les documents de travail soient plus faciles d'accès, soient plus adaptés. Et que les enfants soient solidaires aussi. Exactement. Et on se rend compte que ça rend service à tous les autres enfants qui pourraient avoir des difficultés d'apprentissage aussi sans être pour autant dyslexiques. Oui, je pense qu'on a un sujet avec la différence, mais vous savez, notre école, sur tous les enjeux que nous avons évoqués, elle est le reflet de notre société. Alors, continuons à parler de différence, justement, dans l'actualité également, les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Les chiffres sont très importants. C'était en baisse, ceci étant, en novembre par rapport au mois d'octobre. On attend de voir pour le mois de décembre. Ces données sont-elles vraiment à prendre en compte ? C'est déjà ma première question. Est-ce que c'est important de connaître justement ces chiffres d'atteinte à la laïcité par le nombre de tenues religieuses ostentatoires à l'école ? Et est-ce qu'on surestime ou on sous-estime ce problème-là au sein de l'école? Quand je dis on, c'est à la fois le gouvernement, le personnel éducatif et la société dans son ensemble. Et c'est un sujet absolument colossal. Enfin, l'école de la République, nous le disions pour commencer, est le lieu dans lequel l'émancipation doit s'exercer. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de valeur républicaine si l'on ne peut pas garantir à tout enfant qui rentre à l'école qu'il ne sera pas reconnu par son appartenance sociale ou son appartenance religieuse pour définir son avenir. Au sein de l'école de la République, il y a un temple républicain. Dans ce lieu-là, on ne fait pas de distinction. On apprend, on est conscient des enjeux, des valeurs de toutes les religions. On apprend l'histoire, toute l'histoire, sans exception, pour ensuite devenir un citoyen éclairé et choisir sa religion si on veut la choisir ou si on ne veut pas en choisir. Et donc considérer qu'à l'école, au collège, au lycée, parfois même dans les universités, qui sont des lieux de savoir, des lieux de lumière, on peut installer des revendications religieuses, politiques. C'est insupportable et inacceptable parce que c'est tout à fait contraire à l'idée qu'on se fait de la République et de l'école de la République. Donc oui, il faut regarder ces chiffres. Il faut y répondre avec la plus grande fermeté. Pas pour punir, mais pour délivrer ces enfants. Et je le dis, quelle que soit la religion. Lorsqu'un enfant en collège, en école, vient revendiquer une appartenance religieuse, il le fait sur la commande de ses parents. Vous pensez que ce n'est pas une conviction propre à l'enfant? Pardonnez-moi, mais j'ai moi-même choisi mon orientation religieuse assez tard. Je ne considère pas qu'un enfant à l'école ait toutes les armes, tous les outils
pour identifier la religion qu'il va épouser. Et puis quand bien même il aurait, par transmission familiale, puisque c'est aussi une valeur pour certaines religions, la transmission familiale, au sein de l'école, il ne doit pas être repéré selon l'appartenance religieuse qui est la sienne au sein de sa famille. C'est le plus grand service qu'on puisse lui rendre, de d'abord le reconnaître comme citoyen de demain, avant de le reconnaître comme catholique, musulman, juif ou bouddhiste. Alors pour tous justement ces chefs d'établissement, ces enseignants, ces parents aussi et ces enfants qui sont un peu perdus face à cette situation et qui la vivent au quotidien, Pape Ndiaye a pris la parole il y a très peu de temps auprès de nos confrères d'RMC et a dit qu'il ne pouvait pas lui-même regarder chaque photo de chaque enfant dans chaque établissement pour savoir si oui ou non c'était un vêtement, une tenue religieuse, une abaya ou non, et que c'était finalement au chef d'établissement ou au professeur de prendre cette responsabilité. J'aimerais votre opinion là-dessus. Est-ce que c'est à l'école de faire ça? C'est une manière pour le ministre de l'Éducation nationale de laisser en rase campagne ses directeurs d'école et ses enseignants. Je n'imagine pas qu'il y ait un seul enseignant aujourd'hui qui, par faiblesse, accepte et tolère la présence d'un signe ostentatoire religieux dans les écoles. Simplement, sont-ils soutenus par leur hiérarchie jusqu'à leur ministre pour agir vraiment et agir rapidement? Je n'en suis pas certain. Et donc oui, c'est au ministre de l'Éducation nationale, sûrement pas lui-même, mais il me semble que l'administration du ministère de l'Éducation nationale est suffisamment puissante, d'organiser les choses, département par département, région par région, pour que les chefs d'établissement aient la main immédiate sur ces décisions-là. On ne peut pas continuer, à force de petites lâchetés, à nourrir ce naufrage généralisé. C'est ça qui me frappe beaucoup, c'est qu'au fond, vous voyez bien, on s'habitue à des choses auxquelles nous ne serions jamais habitués. C'est vrai sur les résultats scolaires, c'est vrai sur la reproduction sociale, c'est vrai sur les atteintes à la laïcité. Et je vois qu'au fur et à mesure, une espèce d'ambiance généralisée qui se crée où le curseur de ce qui est grave devient de plus en plus élevé. Revenons-en aux fondamentaux de l'école de la République. Est-ce que Ferry aurait toléré, pardon d'être aussi pompeux, mais ça me paraît important, aurait toléré ces moindres attaques? Sur quel banc politique est-ce que cela aurait été toléré? Aucun? Quasiment aucun. Et donc nous devons en revenir à ces fondamentaux-là. Ça revient à la question de l'organisation de la hiérarchie et de l'autorité que les uns et les autres peuvent avoir dans les écoles, mais le ministre de l'Éducation nationale me paraît être de plus en plus un spectateur plus qu'un acteur. Comme de nombreux députés, vous proposez d'instaurer le port de l'uniforme à l'école. Est-ce que vous pensez que cela va vraiment changer quelque chose? Est-ce que ça changera tout? Non. Il faut se détendre sur le sujet. C'est pas l'alpha et l'oméga d'une pensée politique pour l'école. D'ailleurs, c'est bien qu'on en parle plutôt vers la fin qu'au début, parce que c'est pas le cœur du sujet. Mais je pense que ce n'est pas à négliger. Et moi-même, vous voyez, j'ai évolué sur cette question-là. Au départ, vous étiez contre l'uniforme? Non, je n'étais pas contre, j'étais sceptique. Et je suis de plus en plus convaincu, y compris pour les questions que nous avons évoquées à l'instant, de difficulté à prendre une décision, qu'au fond, peut-être l'idée qu'il y ait un vêtement qui neutralise tout cela ne réglera pas tout, y compris des disparités sociales. Mais ça peut permettre d'avancer quand même un peu. Et peut-être permettre aussi de se créer un sentiment d'appartenance qui n'est pas négligeable. Moi, j'ai été maire de ma commune pendant des années. Je m'occupe toujours de mon école, l'école Simone Veil à la Bastide-Murat. C'est un petit village. Nous, on n'est pas frappés par la distinction vestimentaire religieuse. Par contre, j'arrive à repérer dans la salle de classe l'enfant venu d'un milieu favorisé et celui venu d'un milieu défavorisé. Et ça me pose une difficulté. Alors, avoir un vêtement neutre n'effacera pas toutes les disparités sociales de l'enfant lorsqu'il rentrera à la maison. Mais vous voyez, quand on est à la cantine scolaire de mon village, par exemple, il n'y a pas de distinction à table entre l'enfant dont je sais qu'il à la maison il mangera beaucoup et bien, et celui qui sera dans une difficulté sociale plus grande. À ce moment-là, je ne fais aucune distinction entre les enfants. Et je pense donc que cette question de la tenue, elle mérite d'être expérimentée. Partout. Testons-la. Pourquoi ne pas dire dans notre pays on l'instaure? Mais qui la finance? Parce que pour les familles les plus défavorisées, les moins chanceuses, eh bien, ce sera compliqué aussi de pouvoir payer 1, 2, 3, 4 uniformes pour les enfants. Nous avons des solutions possibles, y compris au niveau des collectivités locales et au niveau national. Aujourd'hui, on participe au financement dans nos écoles des voyages scolaires, de la cantine scolaire, parfois de l'acquisition des livres, etc. Mais s'il y a cet argent qui est disponible, pourquoi on ne l'utilise pas aussi pour recruter plus de professeurs, plus d'AESH? On ne parle pas tout à fait de la même chose. Là, on parle de l'acquisition de certains vêtements, on peut trouver des solutions. Je pense objectivement que la question matérielle n'est pas le cœur du sujet sur ce point-là. Le cœur du sujet, c'est est-ce que politiquement, on accepte de faire de ce sujet autre chose que peut-être un totem politique, ça m'est arrivé sûrement de le faire, mais aussi un épouvantail politique. Je pense que ça mérite d'être envisagé sereinement.
Dernière question par rapport aux jeunes qui, on l'a vu beaucoup, surtout pendant le Covid, mais c'était valable déjà avant et encore aujourd'hui, ont du mal à se loger et même à se nourrir. On a vu des banques alimentaires pour les étudiants. Nous avons reçu sur ce plateau Jacques Attali et puis beaucoup d'autres personnes du monde éducatif qui proposent un revenu pour les étudiants. Quel est votre avis sur cette question ? D'abord, le sujet aujourd'hui de la précarité, enfin de la misère pour les plus jeunes est un sujet d'une gravité absolue. Je viens de province, je suis député du Lot, qui est un territoire rural. J'étais il y a quelques jours avec le président des Restos du Cœur. Nous sommes allés voir une distribution alimentaire au cœur de Paris, dans un arrondissement très favorisé. Ceux qui étaient là étaient des très jeunes, sûrement étudiants par ailleurs, etc. Et donc nous avons là une situation de gravité absolue dans un pays comme le nôtre, qui est une situation extrême, à laquelle nous ne pouvons pas nous habituer. Est-ce que la question du revenu étudiant réglera tout ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que la disparité, elle continue après. Le drame de ces jeunes-là, c'est qu'entrés dans la vie en précarité, ils y grandissent et ils finissent leur vie dans la précarité. Le drame, c'est cela. Et ce n'est pas parce que nous allons les accompagner pendant quelques mois ou quelques années qu'on empêchera la trappe à précarité qui arrivera ensuite. Et donc tout le défi, en fait, c'est un défi politique absolument gigantesque, c'est celui de l'émancipation. Moi, je viens d'un milieu plus modeste qui soit, mes parents ne faisaient pas de politique, et je crois profondément en mon pays parce que j'ai vécu l'expérience de l'émancipation. Député de mon pays, rien ne me prédestinait à l'être. Comment est-ce qu'on peut faire partager tout cela, en réalité, à tous les gamins de ce pays ? Par la transmission, en tout cas. Et oui, par la transmission. Dans les écoles, vous allez parler ? J'y vais chaque lundi dans des écoles, des collèges et des lycées pour parler de notre pays, pour parler de l'engagement et pour parler du fait que j'ai réalisé un des rêves de ma vie et que je souhaite à tous les enfants de ce pays de pouvoir le faire. Merci beaucoup Aurélien Pradier d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Je rappelle que vous êtes député de la première circonscription du Lot, secrétaire général des Républicains et également conseiller régional d'Occitanie. Merci. Merci à vous. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour dans le Grand JT de l'éducation, nous sommes avec Mathilde Michel. Bonjour. Bonjour. Je vois que vous n'êtes pas seule, chère Mathilde, vous êtes avec Silou, c'est ça ? Je me suis accompagnée de Silou pour pouvoir le présenter à tout le monde. Et oui, je vous remercie. Il est charmant ce beau Golden Retriever. Alors, vous êtes professeur d'éducation physique et sportive au collège Henri Dunant à Évreux. Et depuis 2 mois, vous donnez vos cours justement avec Silou que l'on voit à l'image. Silou, c'est un Golden Retriever, je le disais, qui fait sa rentrée en novembre dernier au collège dans un but précis, la réussite scolaire pour les élèves. Ce n'est pas commun du tout. En fait, en quoi cela aide les enfants à l'apprentissage d'avoir un chien avec eux ? Ça a plusieurs bénéfices. Déjà, pour commencer, l'apaisement du climat scolaire, parce que Silou, il fonctionne en miroir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une classe qui est calme, Silou va pouvoir être calme, allongé et se reposer. Alors qu'au contraire, si j'ai une classe qui est plutôt agitée, Silou va être à l'affût de tout ce qui va se passer. Donc, il va se mettre debout et s'il y a vraiment trop de bruit, il va se mettre à aboyer. Ensuite, ça a vraiment une aide pour la motivation des élèves. Ça va augmenter l'importance de certaines tâches. Moi, en EPS, j'ai tout le temps la même routine d'échauffement pour apprendre aux élèves la bonne attitude à avoir en tant que sportif. Et c'est vrai que c'est un moment qui est plutôt rébarbatif pour les élèves. Des fois, il y a moins de motivation. Et ça va vraiment augmenter l'importance de la tâche à partir du moment où on associe Silou à celle-ci. Alors j'entends l'idée de calme effectivement pour les élèves, mais je le disais, vous êtes professeur d'éducation physique et sportive, donc c'est assez étonnant d'imaginer le calme alors que vous êtes justement au contraire actif, que vous faites du sport a priori. Comment on fait pour que à la fois le chien soit calme et pondérer l'ambiance sportive que vous proposez à vos élèves et celle du chien ? C'est vrai qu'on a l'activité des élèves. À partir du moment où les élèves ont une activité mesurée,
Silou va pouvoir être calme, alors que si j'ai des élèves qui font l'activité sportive mais qui hurlent dans tous les sens, là, Silou va pas pouvoir se poser, va pas pouvoir se calmer. Et c'est vraiment en ça qui va aider les élèves à adopter le bon comportement. D'accord, le physique, c'est on est en mouvement, mais on doit quand même adopter un comportement contrôlé et une agitation aussi contrôlée. Alors, il vient de l'association Andy Chien. Il a été dressé dans l'enceinte, pour être justement dans l'enceinte de ce collège. Comment ça se passe clairement, ce fameux dressage, pour pouvoir être en contact avec les élèves au quotidien? Alors, il y a une sélection qui est rigoureuse déjà lors de l'adoption. Ils sont adoptés en fonction des caractères déjà des parents, de la lignée. Ensuite, à partir de leurs 2 mois, ils sont envoyés en famille d'accueil. Donc, Silou, il a eu 2 familles d'accueil. Il a eu une première famille d'accueil avec Éline et une deuxième famille d'accueil avec Patricia. Le but, c'était vraiment qu'ils puissent découvrir 2 milieux et qu'ils ne s'adaptent pas seulement à un milieu, par exemple la campagne, qu'ils puissent aussi voir la ville. Et ensuite, une fois ces 8 mois passés, il est rentré en centre Andy-Chien, donc en centre d'éducation Andy-Chien, où là, il a eu une éducatrice canine spécialisée qui lui a appris et qui a peaufiné son apprentissage et qui l'a testé dans différents établissements sociaux. Et donc, Stéphanie, son éducatrice, a remarqué une grande appétence pour Silou envers les enfants et notamment les adolescents. Et c'est comme ça qu'elle a pu l'orienter vers un établissement scolaire. Alors, Andy Chien, c'est une association donc, qui éduque et qui remet gratuitement des chiens d'assistance à des personnes en situation de handicap. Cela concerne aussi les enfants. Ça porte un autre nom, ça s'appelle, je crois, les chiens dits d'éveil. C'est la même chose justement pour les élèves ou pas? Alors, c'est vrai que c'est 2 branches totalement différentes. Le chien d'éveil, il va vraiment être attribué à un enfant donc, qui peut avoir des troubles autistiques, par exemple. Et le but, c'est d'arriver euh, à, à intégrer les enfants dans la société à travers le chien aussi, l'aider vraiment à s'intégrer. Alors que le chien d'accompagnement social, lui, il va pas être juste un enfant particulier. On va essayer d'aider la majorité des élèves d'un établissement scolaire à s'épanouir encore un peu plus pour mieux les élèves se sentiront dans un établissement scolaire, mieux ils apprendront. Et donc c'est en ça que c'est un chien d'accompagnement à la réussite scolaire. Depuis combien de temps, Mathilde, vous êtes au collège Henri Dunant en tant que professeure de PS? C'est ma 7e année. Et comment on réagit justement le cadre enseignant, la direction, lorsque vous leur avez proposé la présence de Silou pendant vos cours? Alors, j'ai ma chef d'établissement qui est arrivée en septembre 2021, qui, elle, vient déjà dans l'établissement avec son propre chien, donc qui, lui, n'a pas de vertu comme Silou, mais qui déjà, c'était déjà un plus. Donc, quand moi, j'ai découvert les chiens d'accompagnement à la réussite scolaire, j'avais déjà un appui de taille avec Madame Bottin. Et ensuite, beaucoup d'enseignants étaient très intéressés par ce projet, d'autres peut-être un peu plus sceptiques. Et puis, c'est vrai que depuis l'arrivée de Silou, je pense qu'il a fait l'unanimité en salle des professeurs et avec tous les adultes de l'établissement. Donc, je pense que ceux qui doutaient ont un peu moins de doute aujourd'hui. Alors évidemment, se posent deux questions. La première, c'est celle de la sécurité. La deuxième, c'est celle des câlins permanents. Alors prenons déjà la première. Comment vous faites pour sécuriser justement la situation entre le chien qui pourrait peut-être éventuellement s'énerver ou mordre éventuellement ou terrifier un enfant et puis ces fameux élèves qui sont là et aussi d'ailleurs le corps enseignant? Alors, la sécurité, c'est vrai que c'est un point important. Donc, nous, on a rédigé un dossier dans lequel on a expliqué les différents points pour vraiment sécuriser l'intégration de Silou dans l'établissement. Chez les chiens, il y a ce qui s'appelle des signaux d'apaisement. Donc, c'est des signaux que le chien va envoyer et qui vont donner des informations. Donc, qui vont donner des informations sur sa patience ou non.
Donc, à partir du moment où moi, je repère ces signaux d'apaisement et s'ils sont là de plus en plus souvent, c'est à ce moment-là aussi où moi, je vais pouvoir agir et pour laisser la sécurité pour tout le monde, aussi bien pour Silou que pour les élèves. C'est à ce moment-là où je vais mettre un peu plus Silou en retrait. Je fais attention aussi à son niveau de fatigue. Plus le chien va être fatigué, moins il va être patient. Donc, je suis plus vigilante en fonction des moments de la journée. J'évite, par exemple, en fin de journée, de le laisser, de laisser trop d'élèves dans le hall venir auprès de lui pour vraiment éviter des incidents. Après, il faut savoir que ce sont des chiens qui sont très bien équilibrés et donc qui communiquent très très bien. Et il y aurait, si vraiment un jour il arrivait à mordre un élève, c'est vraiment que j'aurais loupé vraiment énormément de choses chez la communication de Silou. Pour les élèves ou même les parents qui ont peur des chiens, comment vous faites pour les rassurer? Alors, Silou, il est constamment en laisse avec moi. Il n'est jamais lâché dans l'établissement. Donc, à partir du moment où j'ai un élève qui a peur, Silou ne s'approche pas de lui et du coup, l'élève ne s'approche pas de Silou. Donc, ça permet vraiment de contrôler ça. Et justement, cette question de phobie, c'est aussi un travail qu'on établit. Souvent, les élèves n'ont pas le bon comportement quand ils ont peur des chiens. Ils sont plutôt en train de commencer à hurler et à courir dans tous les sens, ce qui agite le chien. Et donc, on travaille aussi là-dessus sur quel comportement on doit adopter quand on veut pas avoir si on veut pas avoir de contact avec un animal et donc le chien. Alors, je parlais de sécurité, mais aussi de câlins, parce que quand on voit Silou, on a envie de le prendre dans les bras, on a envie de jouer avec lui, de lui faire des câlins, et encore plus, j'imagine, pour tous les enfants. Vous le disiez, ils se précipitent aussi vers lui. Comment gérer justement le temps qui est alloué à l'apprentissage, à l'école, et donc au programme, et puis ce temps, eh bien, oui, peut-être de câlins aussi, de papouille pour Silou? Alors, sur les temps de câlin, donc souvent quand on arrive, il a le droit à une caresse, on prend le temps. Hein. C'est important que les élèves aient accès à Silou, donc on prend peut-être 2 minutes que je prenais pas avant. Mais c'est des moments qui vont augmenter le bien-être et donc l'apprentissage chez les élèves. Ensuite, moi en EPS, à partir du moment où on est en activité, les élèves n'ont pas besoin d'accéder à Silou. Et sur les moments de regroupement, Silou, je confie la laisse à un élève de la classe. Et donc, c'est à ce moment-là aussi où ils ont accès au câlin. Et puis, ça permet aussi la concentration. Hein, quand on caresse un animal, ça permet de focaliser un peu l'attention sur ce qui se passe, qui est dit par l'enseignant et donc par moi. Pour l'instant, il n'est qu'avec vous, donc en cours d'EPS. On pourrait imaginer que Silou accompagne un autre professeur, qui sera un professeur de maths ou d'histoire? Oui, et justement, j'ai une collègue qui va me rejoindre sur le projet, qui est Madame Sega, qui est prof d'histoire, géographie et EMC dans l'établissement scolaire. Donc, quand elle aura fait la formation de conduite de Silou, elle pourra accueillir Silou dans sa classe. Et donc, ça pourra être vraiment très, très intéressant de voir ce qu'on peut amener, ce qu'on peut travailler dans une salle de classe classique et pas en EPS. Certainement la responsabilisation, en tout cas des enfants, c'est certain, et moi je le vois au quotidien avec les miens déjà. Merci beaucoup Mathilde, Michel d'avoir été avec nous. Merci et un gros bisou à Silou, une grande caresse. Voilà, merci. Au revoir. Tout de suite, je vous propose de retrouver Malika Ménard. On se plonge dans les souvenirs d'écoliers de Laurent Mestret. Aujourd'hui, tu es animateur de télévision, tu es auteur maintenant. Ouais. Plus jeune, qu'est-ce que tu rêvais de faire comme métier? J'avais pas vraiment d'idée, je me voyais pas plus jeune, je me disais pas tiens dans 20 ans qu'est-ce que je ferais, tu vois. Tout de suite assez jeune, je me suis dit tiens, kiffe maintenant, fais-toi plaisir, fais des choses. Moi j'étais dans la danse, j'étais dans la musique, je sortais très tôt, tous les mercredis j'allais au Queen.
Je sais pas si tu connais Non, Queen. Tous mais les je connais mercredis, le j'avais Queen sur les 17 ans. Champs-Élysées. 17-18 ans, et il y avait les soirées qui s'appelaient les soirées Respect, où tu avais les meilleurs danseurs de Paris qui faisaient de la house dance, tu avais du voguing, tu avais du locking, et c'était la réunion de tous les meilleurs danseurs de Paris qui venaient le mercredi, et c'était hyper cool, quoi. Je rentrais le lendemain, j'allais à l'école à 9h du matin, j'avais la tête comme ça, frac, pendant les cours. Donc très tôt, en fait, je me suis dit, vis, quoi. Fais-toi plaisir. Tu te projetais pas en fait, ta Non, manière pas vraiment. c'est carpe diem Ouais, tout le temps ouais. pour être heureux. Et encore Après- maintenant, tu pratiques cette philosophie? Toujours. Kiffe le moment présent, mets-toi toutes les chances de ton côté, travaille très fort pour atteindre tes objectifs, parce que moi, je voulais être très fort en danse, je voulais être très fort en dessin, je voulais mettre toutes mes chances de mon côté pour être le meilleur, quoi, tu vois, même dans mes expériences, dans mes aventures. Donc voilà, ça paye dans certaines choses. Tu rêvais de devenir instituteur à un moment? Ouais, je voulais être prof de sport, ouais. À l'époque, ouais, parce que j'aimais beaucoup ce métier de partage. Pour moi, c'était du partage, voilà, que d'enseigner et puis de partager sa passion. Donc ouais, je voulais être prof de sport. J'ai pas fait d'études pour. Ça t'est vite passé? Ouais, ça m'est vite passé. Ça m'est vite passé parce que voilà, on découvre des activités et puis voilà, finalement, on se trouve meilleur dans une branche. La boxe notamment? La boxe, ça a été ma passion assez tôt. J'ai suivi ma sœur qui a fait... parce qu'à la base, je suis fan de Jean-Claude Van Damme, un D'accord. grand passionné de Jean-Claude Van Damme. Je connais tous ses films. Bloodsport, je l'ai vu 100 fois. Donc, je voulais faire absolument un sport de combat. J'ai voulu m'inscrire au karaté à 11 ans et malheureusement, le karaté n'était pas accessible à l'âge de 11 ans. Donc, j'ai attendu et à 12 ans, j'ai commencé la boxe française, qui est c'est un sport de combat très aérien avec des coups de pied exactement comme ceux de Jean-Claude Van Damme. Et après, j'ai pratiqué beaucoup et je suis devenu vice-champion de France à l'âge de 16 ans. Et puis j'ai mis un peu la boxe enfin je continue toujours, mais j'ai mis un peu de côté. Encore aujourd'hui, t'en fais? Ouais, de temps en temps je tourne, hein, notamment avec des champions, tu vois, enfin surtout des championnes avec Lucie Berthaud et Anissa Mexen. J'aime bien tourner avec des en boxe, etc., en kick, etc. Donc je prends des cours de boxe anglaise aussi. Et donc ouais, la boxe, ça a été une passion jusqu'à 17 ans. Et 17 ans, j'ai commencé à faire de la danse vraiment à fond avec le breakdance. T'as su tout de suite que t'avais du talent? Je sais pas si j'avais eu talent, mais quand je me mettais dans quelque chose, je faisais pas à moitié. Toujours maintenant. Ouais. Dès que t'es passionné, ça marche en fait. Je sais pas, mais je sais pas si ça marche, mais en tout cas, j'y vais à fond, quoi. Ouais, parce qu'il y a quand quelque chose me plaît, je le fais vraiment à fond, vraiment à 200%. Pas forcément pour réussir, mais pour moi, en fait, j'aime tellement pas passer par le côté débutant, amateur, que je veux pratique toujours tellement, être là-haut. Voilà, je veux tout de suite aller être au top. Et dans ta famille, c'est... Non, il n'y a que moi. Il n'y a que toi. Vraiment. Donc ça, c'est toi qui t'es formé tout seul Ouais, comme toujours ça. tout seul, ouais. Ouais, toujours. Les autres, ils sont plus tranquilles? Il n'y a que moi qui danse dans ma famille, il n'y a que moi du sport, ils pratiquent, mais il n'y a jamais eu de compétiteur dans la famille. Mais c'était toujours, ouais. Après, on n'a pas tous eu la même enfance, mais moi, c'était, voilà, c'est comme. Tu te mets un peu de pression quand même. Comment? Tu te mets un peu de pression à vouloir être tout de suite Non, au je mets top. pas de pression, mais je kiffais tellement ça. Je prenais tellement de plaisir là où j'étais, et puis voilà, je préférais aller au sport et faire de la danse plutôt que de chercher des clients pour vendre du toshi, tu vois. Oui, non, oui, t'as toujours été... T'as dit j'ai fait des petites bêtises, mais pas Ouais, dans la mais on est légalité. obligé de faire des bêtises à un moment ou un autre. À un moment donné, je pense que toutes les expériences nous permettent de grandir. Et oui, j'ai fait des bêtises, forcément. J'ai déjà été au tribunal, mais bon, ça va pour des petits trucs, quoi. Voilà, conduite, sans permis, enfin, des petites conneries, voilà, comme ça. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Laurent Mestré, pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. On voit qu'il y a des thèmes extrêmement divers qui vont être traités au cours de cette conférence. L'égalité et l'éducation, le harcèlement et la lutte surtout contre le harcèlement de rue, je vais y arriver, l'autonomie financière. Tous les métiers sont aujourd'hui possibles. C'est le nom d'un des débats aussi que vous proposez. C'est de cette façon holistique qu'il faut vraiment imaginer, comprendre l'orientation de ces jeunes filles. Alors en fait, c'est un nouveau cap que prend Capital Filles là, depuis cette année et on le révèle avec ce rendez-vous des possibles parce que pour pouvoir être bien dans ses études, y accéder, pour pouvoir se réaliser, il faut vraiment se sentir libre à plein de niveaux. Ouais. Et par exemple, comment on fait pour aller à la fac? Parce qu'on sait que les cours vont se finir plus tard, les facs sont un peu surchargés, donc on peut avoir des TD qui se terminent à 20h, donc on peut rentrer la nuit, on peut, voilà, dans plein de contextes différents.
mais comment on est bien dans l'espace public. On sait très bien que c'est un sujet, le harcèlement de rue. Aujourd'hui, maintenant, on peut déposer une plainte pour comportement sexiste, mais enfin, entre le moment où on se fait siffler dans la rue ou aborder de façon lourde et la façon, quelle posture adopter pour être bien et être en toute sécurité, comme nous, on veut accompagner les filles sur ce sujet. Et du coup, par exemple, sur ce sujet précis, on se fait accompagner par L'Oréal, la Fondation des femmes, et en avant tout, ont monté ce programme de lutte contre le harcèlement de rue. C'est pas du tout notre spécialité. Nous, notre spécialité, c'est le mentorat et l'accompagnement des filles. Donc, on va s'adjoindre les compétences d'autres associations. Et puis, c'est un engagement commun. Donc effectivement, ça peut être surprenant de retrouver dans des rencontres tous ces sujets, mais par exemple l'autonomie financière. Là aussi, plein de jeunes femmes ne savent pas exactement comment on ouvre un compte en banque, comment ça fonctionne. Investit, absolument. Mais bien sûr. Et puis, on peut aussi être intéressé par des études qui ne sont pas proches de chez soi. Et sa famille ne peut peut-être pas financer ses études. On va en reparler aussi tout à l'heure de ce sujet qui est un sujet préoccupant. Majeur, absolument. Voilà. Et on peut peut-être faire un emprunt étudiant. Donc, sans pousser évidemment aux emprunts, mais il y a peut-être des solutions qui s'ouvrent à elles qu'elles ne connaissent pas du tout. Certains disent que tu es le magicien 3.0. Tu es d'accord avec ça? Ouais, c'est bien. Ouais, parce que avant, les gens, ils disaient 2.0 et tu vois, là, c'est un peu... à 3, là. Mais attends, je peux passer à 4, si tu veux. Vas-y, 4. Je suis le magicien 4.0. 4.0, exactement. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça fait quoi, effectivement, on l'a dit, depuis 2017, tu as fait beaucoup de scènes et j'ai l'impression que les scènes s'agrandissent. Ouais. On a vu, par exemple, des scènes aux Émirats ou en Arabie de plus de 60 mètres de large, rien que ça. Ouais. Avec toujours de plus en plus d'effets spéciaux. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, du coup, j'ai monté un studio il y a 10 ans maintenant, mais du coup, ce qu'on crée a pris de l'ampleur et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à nous appeler pour les plus gros événements au monde. Et à chaque fois... Sympa. Ouais, c'est super sympa. Alors, c'est très bizarre, parce que tu montes un show des fois qui fait 10 minutes et tu vas bosser 1 an dessus. Et en fait, c'est tellement compliqué à gérer que chaque minute, t'es pas bien, quoi. Même des fois, ça nous arrive sur 2-3 minutes de show où t'as des milliers de personnes, le truc, il est rediffusé en télé et tout. Et en fait, t'as intérêt à surtout pas te louper. Tout doit être au millimètre près parce que l'attente qu'il y a en face est très grosse. Et c'est comme si tout se joue sur chaque show que tu fais, un peu comme un show télé, comme un Crop Talent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut y avoir des très bons impacts positifs, ce qu'il y a eu pour toi et ce qu'il y a eu pour moi, mais pour certaines personnes c'est plus compliqué parce que du coup ils n'ont pas d'impact positif, ils ont même plutôt un impact négatif. Et du coup faut être sûr en allant là-bas que tu vas tout éclater, parce que si tu arrives et que tu prends un gros bad buzz, c'est chaud. Bon, il y a les images d'archives, effectivement, dans le docu qui sont à la fois émouvantes, intéressantes, frappantes, voilà. Et toutes ces séries d'entretiens que vous avez menées a posteriori avec un certain nombre des acteurs de l'époque. Et là, on se rend compte que c'était pas simple, en fait, la rencontre. Alors déjà, il y a la rencontre entre le monde de l'université et le monde de la rue. Exactement. Ce qui n'existait pas, en fait. On va dire que le monde universitaire était un monde blanc, bourgeois, et la banlieue n'avait pas accès aux études universitaires. Il y avait très très peu de fils d'ouvriers, et encore maintenant. Je crois qu'en master, en France, il n'y a que 3% de fils d'ouvriers encore en France, ce qui est quand même... 3 ou 5, mais effectivement, c'est un pourcentage. Donc ça devait être encore pire dans les années 80. Donc forcément, la rencontre, elle devait être forcément conflictuelle. Et il y a des gens qui étaient hostiles à la récupération, entre guillemets, universitaire d'un mouvement qui venait de la rue, qui était né dans le Bronx. Du coup, il y avait beaucoup d'hostilité. Mais en vous regardant votre docu, moi je trouve qu'il y a les deux quand même. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette résistance à la récup, et en même temps, il y a un plaisir d'être reconnu par la culture légitime qui existe. Oui, c'était un espace d'expression qu'il a réussi à imposer contre la direction de la fac. Je pense que c'était un peu chaud aussi avec la direction, notamment les profs des Beaux-Arts qui ne reconnaissaient pas du tout le graffiti. Du coup, il y a eu un rapport de force très politique. Ces mai 68, ils ont l'habitude d'être dans les rapports de force, dans les conflits, dans les divisions, et ils ont réussi à imposer, parce que lui, il avait un poste assez important à la fac, un budget pour faire des concerts. Ils ont financé des premiers concerts. En 89, vous avez on le voit dans un des épisodes, un concert comme une block party, comme dans le Bronx, avec des gens qui vont devenir des stars, comme Passy, Stommy Bugsy, etc.
juste pour avoir une idée des chiffres, cet automne, 3 millions d'étudiants et d'étudiantes ont fait la rentrée en France. Parmi eux, 700 000 sont boursiers. Et l'Observatoire de la vie étudiante donnait ce chiffre absolument alarmant. Au tout début de cette rentrée, 56% des étudiants et des étudiantes aujourd'hui avouent ne pas manger à leur faim. Comment est-ce qu'on fait à l'X-Poulet pour se mobiliser contre le gaspillage alimentaire et pour que ces étudiants et étudiantes aient accès à des repas équilibrés et surtout abordables? Les constats que vous partagez là sont effectivement alarmants. On l'a observé nous aussi. On a fait la 5e édition de notre baromètre des générosités en septembre dernier avec l'Institut Odoxa. Et donc le sondage révélait qu'un étudiant sur 3 annonçait devoir faire appel à l'aide à ses proches dans les mois à venir parce qu'il ne pourrait pas s'en sortir seul. Et c'est vraiment un constat qui a émergé là récemment. Jusqu'à 2021, les jeunes étaient les donateurs dont le montant du don grossissait le plus rapidement chaque année par rapport à toutes les autres catégories de population. Donc des jeunes très engagés, on l'a vu là. En 2022, avec le contexte économique et social, ils n'étaient plus en mesure de se mobiliser autant. Pour autant, il y a une mobilisation aujourd'hui. Les jeunes qui sont le fer de lance des préoccupations sociétales, sociales et environnementales, notamment, ont de plus en plus de moyens à leur disposition pour prendre des actions. Et on l'a vu notamment donc, avec l'association Équipage Solidaire, qui est montée par des étudiants, pour des étudiants. Ils ont développé donc une application Delivered qui vise à livrer directement à domicile des kits alimentaires, des kits d'hygiène aux jeunes qui sont en grande précarité, et certains donc en précarité alimentaire. Et donc c'est ces jeunes-là qui trouvent les moyens, les leviers, et on est là pour les accompagner, soutenir leur mobilisation et puis apporter aussi notre contribution. Dans ce cadre-là, on s'est engagé notamment à offrir un kit d'hygiène pour tous les 200 € collectés pour faire accroître encore la collecte et vraiment jouer ce rôle d'accélérateur de générosité. Là, il faudrait... Là, en fait, j'aimerais faire un tour. On va faire à la fois avec toi et aussi avec toi, Irina. Ça va être un tour autour des plus grandes peurs humaines. Et ça va être des trucs comme, par exemple, le requin, le loup, la méduse, etc. En fait, c'est que des animaux. Ouais, c'est ça. C'est que des animaux qui font un peu peur, que personne n'aime. Je vais te demander de mettre ta main comme ça. Ok. Je vais me mettre par-dessus. Et là, en fait, tu vas me regarder dans les yeux. Et tu vas... prendre ton pouce, tu vas feuilleter les pages. Comme ça ? Ouais, et tu t'arrêtes quand tu veux. C'est bon ? Oui. Ok, je te laisse regarder sur l'animal sur lequel je regarde pas. Je regarde absolument pas. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, c'est bon. Vas-y. C'est bon ? Ok. Je lâche ? Je vais te demander. Ouais, tu peux lâcher. Ça fait peur ou pas ? Oui. Ouais, ok. Attends, mais je l'ai jamais vu en panique comme ça. Me fais pas apparaître l'animal qui est... Je vais te demander... Je vais te demander, donc là, on est d'accord que... là, on a donc le paquet de cartes. Oui. On a le 10 de carreau. Oui. Ouais. Et je vais te demander de signer le 10 de carreau. D'accord ? Je suis pas encore célèbre, mais bon. Tu vas signer... et pour signer la carte, tu vas utiliser... en fait, tu vas dessiner l'animal sur lequel tu es tombé. Je suis très nulle en dessin. Mince. Ça, c'est problématique. Mais sinon, qui est le meilleur, là, en dessin ? Je pense que c'est Moula. C'est Moula ? Bah Moula, ouais. Vas-y. Tiens, Ferdinand, mets-toi entre les deux, tiens. Mets-toi juste là, on va voir. Mais il faut pas que je vois l'animal. Faut pas que tu vois l'animal, je le vois pas. Alors, ferme les yeux. Je regarde pas. Hop. Tu me dis quand c'est bon. Ouh là là, j'espère que c'est ça. T'en penses quoi, Irina ? Oui, ça va. Ça va ? Ça va ? Déjà mieux que... Ah oui. Qu'est-ce que j'aurais pas pu je montre à la caméra. Ouais, franchement, c'est tout petit, donc... Ouais. C'est tout petit, mais on a compris. C'est bon. T'inquiète pas. Ouais. Apparemment, c'est très très bien dessiné. C'est très très bien dessiné. Ok, je récupère. Ouais, c'est bon. Je vais la perdre à l'intérieur, d'accord ? Je la perds à l'intérieur. Et là, je vais avoir besoin... Est-ce que tu veux bien me tendre ta main, comme ça ? Comme ça ? Et on va réutiliser, on va refaire l'expérience, en fait. Et cette fois-ci, ça va être... tu vas mettre ta main par-dessus. Et là, le but, ça va être de faire remonter encore une fois la carte au-dessus. D'accord ? Mais dans tes mains, ok ? Tiens, t'es prête ? Je vais prendre la première. Ok, ça, c'était quoi la carte, c'est le 10 de carreau, c'est ça ? 10 de carreau. Et l'animal, c'était quoi ? Une araignée. Une araignée ? L'araignée, elle a disparu. Totalement disparu. Mais en fait, je pense qu'elle a pas pu totalement disparaître. Elle est forcément quelque part. Et je pense qu'elle s'est matérialisée autre part que là où elle était. Moi, je le sens mal. Tu peux bien regarder sous ta main, s'il te plaît. Pas bien. T'es sûr ? Regarde J'ai pas trop envie de regarder.
Une araignée. Montre-nous à la caméra. Montre-nous, effectivement. Toujours pour moi. Non, si, l'araignée. La belle araignée. Bravo, Ferdinand. Merci beaucoup. Certains historiens pensent que l'histoire du petit chaperon rouge est inspirée de faits réels. Vous avez été regardé de ce côté-là? Absolument. Alors le conte existait déjà bien sûr dans la tradition orale dans les pays européens avant que Charles Perrault ne le retranscrive à l'écrit. Mais il se peut, et certains historiens en sont persuadés, que l'écrivain se soit inspiré de faits divers qui se sont passés à l'époque où le petit chaperon rouge est publié, à la fin du XVIIe siècle, époque où les loups faisaient de nombreuses victimes dans les bois aux alentours de Paris, et notamment des enfants. Et le maire de Marcoussis en Essonne a retrouvé en 2017 des archives où il est question d'une jeune bergère qui a été attaquée par un loup. À l'époque, l'info remonte à la cour de Versailles et Charles Perrault y était. Donc, est-ce qu'il s'en serait inspiré? Il y en a qui le pensent, très sérieusement. Alors vous me disiez que vous aviez vu passer le petit chaperon rouge dans plein de manuels scolaires, mais pas forcément dans les disciplines qu'on attend. Tout à fait, je me disais en français, en histoire. Ouais. Bah, pas du tout, figurez-vous, en sciences économiques et sociales. Wow. En cours de seconde, dans le chapitre sur la manière dont nous devenons des actrices et des acteurs sociaux et sur comment la socialisation conduit à une différenciation selon le genre, je vous lis l'analyse d'Elena Giannini Bellotti qui publie Du côté des petites filles en 1974. Le petit chaperon rouge est l'histoire d'une fillette à la limite de la débilité mentale qui est envoyée par une mère irresponsable à travers des bois profonds infestés de loups pour apporter à sa grand-mère malade de petits paniers bourrés de galettes. Avec de telles déterminations, sa fin ne surprend guère, mais tant d'étourderies qu'on n'aurait jamais pu attribuer à un garçon repose entièrement sur la certitude qu'il y a toujours à l'endroit et au moment voulu un chasseur courageux et efficace prêt à sauver le loup, la grand-mère et la petite fille. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Pour nous retrouver, canal 247 sur les Freebox, schooltv.com. Vous savez que vous pouvez nous écrire, on vous répondra, les chroniqueurs et moi-même. Merci aujourd'hui à Théo Boscar à la réalisation, à Thibaut Goury-Lafont au son, à Colline Hamel au maquillage, ainsi qu'à Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. J'allais dire mais non, à la rédac. Bonne soirée à tous. Ciao.